Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 20 mars 2023 et on commence directement le show avec Kevin Owens et Sami Zayn enfin réunis qui font leur entrée. Ils arrivent dans le ring acclamés par la foule. Ensuite, on a Sami Zayn qui va prendre la parole pour dire à Kevin Owens que on dirait bien qu'ils savent quelle sera la prochaine étape pour eux. Ils vont tous les deux regarder le logo de WrestleMania jusqu'au moment où les Usos vont faire leur entrée. Kevin Owens va prendre la parole pour challenger du coup les Usos à un match pour les titres disputés à WrestleMania pour les titres par équipe. Mais Jimmy Uso va refuser totalement. Il va dire que ils sont de retour ensemble depuis pas très longtemps. Ils sont sur la même longueur d'onde depuis une semaine à peine. Ils méritent pas du tout d'avoir une opportunité au titre par équipe. Donc il refuse totalement. Sauf que là, Jey Uso va prendre la parole pour dire que peut-être ça peut être le seul moment et leur seule opportunité pour détruire Sami Zayn et Kevin Owens à WrestleMania sur la plus grande scène de toutes. Donc ils acceptent. On dirait que Jimmy Uso est d'accord avec ça, donc c'est accepté. Sauf que là, Jey Uso va dire que on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à WrestleMania, comme d'habitude, c'est le genre de construction assez basique. Et ils vont rentrer dans le ring pour attaquer Sami Zayn et Kevin Owens. Ils vont se faire pas totalement détruire par Kevin Owens et Sami Zayn. Au départ, c'était un petit peu équitable, on va dire, dans la confrontation, mais puis Sami Zayn et Kevin Owens vont prendre un petit peu l'avantage. Au même moment, sur l'écran, on voit que Roman Reigns, Solo Sikoa et Paul Heyman font leur entrée dans le parking en voiture. Et un peu plus tard dans la soirée, en backstage, on aura Roman Reigns et du coup la Bloodline. On aura Roman Reigns qui va dire que c'était pas le meilleur début de soirée pour la Bloodline, puisque Jimmy Uso et Jey Uso se sont pris clairement une raclée par Kevin Owens et Sami Zayn. Donc à ce moment-là, il va demander à tout le monde de partir, mais à Jey Uso de rester. Il va demander à Jey Uso si au final il est bien avec la Bloodline ou pas, puisqu'il prend des décisions comme s'il était avec eux. Et pour prendre des décisions comme ça, bah, faut que tu fasses partie de la Bloodline. Donc Jey Uso il affirme qu'il fait bien partie de la Bloodline, qu'il est bien de retour avec sa famille. Ensuite, Roman Reigns va terminer par dire qu'il aime Jey Uso, mais Jey Uso va donner aucune réponse. C'est ce qui laisse un petit peu le suspense dans cette histoire-là, et c'est là que la WWE fait bien les choses parce que c'est pas acté totalement. On te dit pas Jey Uso rejoint la Bloodline, tout est beau, tout est rose. On sent qu'il y a un petit léger suspense au final autour de Jey Uso. On sait pas si Jey Uso va rester aux côtés de sa famille, si Jey Uso va en fait fait tout ça pour finalement trahir la Bloodline et les détruire par l'intérieur. On sait pas et c'est ce qui rend le truc intéressant et ce qui rend le truc un peu plus grand qu'une storyline de base. Donc c'est le genre de truc moi personnellement j'aime beaucoup et même si ça met beaucoup le suspense et je suis pas fan du suspense, c'est incroyablement bien fait. Ensuite on a eu un match en simple entre Austin Theory et Montez-Ford, c'était pas pour le titre des États-Unis, le titre n'était pas en jeu, mais on aura une grosse victoire d'Austin Theory qui va remporter le match, malheureusement pour Montez-Ford, je sais qu'il y en a qui sont déçus que Montez-Ford perd le match là. Mais bon, faut faire les choses petit à petit. Austin Theory, il est champion des États-Unis. Et pour moi, je pars du principe que quand tu es champion, tu es censé pouvoir battre toutes les personnes qui sont dans le même niveau de carte que toi. Que ce soit avec le titre en jeu ou le titre qui est pas en jeu. Et là, Austin Theory remporte le match là. Après le match, il va dire que Montez-Ford, il croyait pas en lui et que maintenant qu'il l'a battu, bah, Montez-Ford croit en lui. Pareil pour John Cena, il croit pas en lui. Mais à WrestleMania, John Cena va croire en lui. Ensuite, on a eu un match très rapide entre Omos et Mustafa Ali. Je vais pas rester très longtemps sur ce match-là, puisque c'était juste un squash de 2 minutes de Omos qui remporte le match sur Mustafa Ali. Il a fait pareil la semaine dernière face à Dolph Ziggler. Je sais pas pourquoi la WWE faisait ce genre de truc. Je sais pas si dans leur tête, donner des adversaires comme ça à Omos, ça leur rend un peu plus crédible pour aller affronter Brock Lesnar. Je sais pas, mais en tout cas, ils continuent de faire ça. La WWE, construction assez bizarre pour Omos. J'ai pas envie de croire en Omos hein, avec ce qu'il nous donne. J'ai juste pas envie de croire. Il nous donne des vignettes assez intéressantes, mais au final, dans le fond, il n'y a pas grand chose. Ça m'intéresse peu et je pense pas que ça va changer de sitôt. On verra bien WrestleMania. Pour l'instant, pas grand chose à rajouter sur ça, puisque la construction n'est pas folle non plus. Mais du coup, voilà. Ensuite, on a Logan Paul qui fait son entrée pour Impulsive TV. Il va faire une promo assez embarrassante où il va se faire huer par les fans totalement. Bon, ça c'est assez logique, à la WWE ça arrive souvent de se faire huer par les fans. Il va se justifier en disant que il y a personne qui l'aime ici à part son père qui est là et un mec qui a sa bouteille d'eau de marque Prime, je sais plus trop quoi. Enfin bref, il va un petit peu se perdre dans ce qu'il dit dans sa promo. On va voir qu'il va prendre un petit peu le contrôle de ce qu'il raconte, mais finalement il va plutôt bien s'en sortir jusqu'au moment où son micro va se couper. Et à ce moment-là, du coup, on aura Seth Rollins qui est en régie en train de couper le micro de Logan Paul. Il va faire son entrée ensuite, Seth Rollins, toujours acclamé par la foule. Il va dire aucun mot, il va juste attaquer Logan Paul. Donc ça part en grosse bagarre, on a les officiels qui essayent de les séparer. Jusqu'au moment où Logan Paul arrive à mettre un gros coup de poing dans la gueule de Seth Rollins. Seth Rollins est KO et ça se termine comme ça. Donc 2 semaines d'affilée, enfin 2 confrontations d'affilée remportées par Logan Paul. J'espère bien qu'à WrestleMania, Seth Rollins va remporter le match parce que sinon
ça risque de faire beaucoup de bruit et d'être encore pire pour Logan Paul. Même si je pense que dans son rôle de heel, il s'en sort bien. Il faut surtout pas le mettre en face. Parce que, enfin, déjà que je suis pas fan de Logan Paul, si tu me le mets en face et que tu me le forces en face, ça va pas du tout aller. Donc voilà. Donnez-moi votre avis d'ailleurs par rapport à ça. Et moi personnellement, Logan Paul en heel, ça me va. C'est encore la limite de ce qui est acceptable pour moi. Mais on verra bien par la suite. Ensuite, du coup, on a eu un match entre Dominic Mysterio et Johnny Gargano. Johnny Gargano qui affrontera du coup Grayson Waller à Stand and Deliver le jour de WrestleMania. La première nuit de WrestleMania, du coup, sera un petit peu plus tôt, un tout petit peu plus tôt avant WrestleMania. C'est assez dommage d'ailleurs que ce soit le même jour. Ça enlève un petit peu de la hype, on va dire, pour tout le week-end. Avant, c'était un jour ou deux avant. Mais là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a SmackDown qui est en même temps que le Hall of Fame. Enfin bref, c'est une galère complète au niveau des pay-per-view. Donc le jour même, Johnny Gargano contre Grayson Waller. Là, il s'est fait attaquer par Grayson Waller à NXT la semaine dernière, il me semble. Du coup, il avait du bandage. Je pensais que Grayson Waller allait intervenir pendant ce match-là. Finalement, aucune intervention de Grayson Waller. Dominic Mysterio qui va remporter le match clean face à Johnny Gargano. Assez dommage, j'étais un petit peu dégoûté d'apprendre ça. Parce que quand je regarde les shows en direct, en général, je regarde pas tout. Je m'informe sur Twitter de ce qui se passe. Je regarde de temps en temps quand il y a des trucs qui m'intéressent en live, mais je regarde pas tout en entier. Parce que sinon je vais vouloir rester jusqu'au bout. Et à ce moment-là, quand j'ai appris que Johnny Gargano avait perdu clean, je suis parti dormir. Enfin bref, défaite de Johnny Gargano, on peut justifier ça par le fait qu'il s'était fait attaquer par Grayson Waller, mais ça le rend juste un petit peu plus faible face à Grayson Waller à NXT Stand and Deliver. Même si c'est une belle victoire pour Dominic Mysterio qui va affronter lui son père, j'imagine, à WrestleMania, et il faut qu'il aille fort. Mais je suis pas sûr que donner Johnny Gargano en adversaire face à Dominic Mysterio, c'était la bonne solution pour les deux. En tout cas, on peut avoir très bien quelqu'un d'autre face à Dominic Mysterio et ça aurait été un peu plus acceptable. Mais juste dommage pour Johnny Gargano qui malheureusement, je pense qu'il va avoir du mal à sortir de tout ça. Il va avoir du mal à briller dans le main roster comme il a pu briller à NXT. C'est juste un petit peu dommage. Moi qui pensais que entre les mains de Triple H, j'allais être très très bien servi. Malheureusement, c'est pas trop le cas pour l'instant, mais j'espère qu'après WrestleMania, tout va bien se passer pour lui. Enfin bref, juste après le match, Dominic Mysterio va prendre le micro encore une fois pour parler de son père. Il va dire que à SmackDown, toute sa famille sera réunie et qu'il a une petite solution pour que son père accepte son challenge à WrestleMania. Et cette solution-là, c'est qu'il va demander à sa mère la permission. Donc voilà, un petit peu ridicule comme promo, mais sympa. Une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on a eu une promo de Edge qui était dans le noir, donc c'était une vignette. C'était une vignette un petit peu dans le noir où Edge prenait un petit peu son côté sombre en s'adressant à Finn Balor. Il nous disait qu'il a été baptisé dans les nacelles par le Deadman lui-même, du coup il parle de l'Undertaker. Ensuite, il va finir par dire à Finn Balor de laisser Finn à la maison et de ramener le démon. Donc c'était une promo intéressante, ça a rajouté un petit peu de hype pour WrestleMania. C'est le genre de truc que j'aime bien, le genre de petit truc que j'aime beaucoup. Il n'y avait peut-être pas la place dans ce throw pour construire un truc en plus entre Edge et Finn Balor. C'était peut-être pas nécessaire de construire un truc en plus, vu qu'on a déjà tout fait autour de Finn Balor et Edge. D'ailleurs ça a collé un petit peu avec ce qui s'est passé après dans le show, puisqu'après on a Rhea Ripley qui est arrivé pour faire une promo. Et ce qui est dommage, c'est que bien que la feud entre Rhea Ripley et Charlotte Flair soit pas très intéressante, eh ben c'est toujours pareil avec les promos de Rhea Ripley. Elle va faire tout le temps la même promo chaque semaine, c'est un petit peu dommage, où elle va juste dire dans les grandes lignes qu'elle va battre Charlotte Flair, que Charlotte Flair ça a été une grande star, qu'elle a pas de respect. Enfin bref, elle prend un petit peu un côté face tout en gardant son intonation de heel. Et c'est ça que je trouve dommage, parce qu'elle raconte pas quelque chose de plus, elle innove pas dans ses promos, et c'est pas forcément sa faute à elle, c'est juste la promo qui est pas. Enfin, c'est juste la storyline qui a pas assez de profondeur, c'est juste un petit peu dommage. Par contre, ça va coller avec un autre truc après, puisqu'on aura Damage Control qui vont faire leur entrée. Bayley, elle va dire à Rhea Ripley que maintenant Rhea Ripley elle est arrogante, mais que si elle a besoin de conseils pour battre Charlotte Flair, elle peut lui demander, puisque elle a déjà battu Charlotte Flair plusieurs fois. Rhea Ripley, elle va dire qu'elle n'a pas besoin de conseils de la part de Bayley. Et je trouve que c'est une erreur de la part de la WWE de nous faire un segment comme ça, où à la fin on aura Rhea Ripley qui va affronter Bayley. Certes, ce sera un match en plus qui sera justifié lors de l'épisode de Monday Night Raw, mais si tu veux avancer dans ta feud, tu l'as fait avancer avec les personnes concernées et pas avec quelqu'un qui a un match autre, parce que là ça va rien construire pour Rhea Ripley, ça va plus construire pour
pour Damage Control et Trish Stratus et Becky Lynch et Lita, puisque pendant le match on aura Becky Lynch, Trish Stratus et Lita qui vont arriver. Et du coup à la fin du match on aura Becky Lynch qui va faire peur du coup à Bayley. Donc Bayley elle va retourner dans le ring, elle va se prendre un headbutt de la part de Rhea Ripley qui va enchaîner avec son Riptide pour la victoire. Donc victoire de Rhea Ripley, heureusement j'ai envie de dire. Mais bon, ça fait une défaite en plus pour Bayley. Vous allez me dire peut-être que Bayley elle a plus besoin de victoire au stade où elle en est à la WWE actuellement, et surtout dans son personnage. Mais c'est juste assez dommage parce que son retour à la WWE il s'est acté d'une mauvaise manière. Enfin c'était bien fait au départ, on y a tous cru, j'ai l'impression, à Damage Control, pour qu'au final elle enchaîne les défaites et que ça rende son personnage juste ridicule. Et j'ai même pas envie, ça donne même pas envie d'y croire à WrestleMania parce que là, de la manière où c'est construit cette rivalité entre les trois femmes et les trois autres femmes, c'est juste les faces sont intelligentes et les heels sont un peu bêtes parce qu'elles se font avoir tout le temps. C'est un petit peu la construction, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, il n'y a pas de réelle chose, c'est dommage. Moi j'attends juste un bon match et on verra bien à WrestleMania, mais la construction est pas folle. Ensuite, on a eu un match entre Ricochet et Chad Gable. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, on aura un Fatal 4-Way Tag Team Match à WrestleMania, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Mais pour le match des garçons, on connaît tous les participants. Donc on aura Ricochet, Braun Strowman contre Chad Gable et Otis, contre Street Profits et contre les Viking Raiders, il me semble. Pas de réel enjeu dans ce match-là. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien qui est annoncé. Il n'y a pas de number one contender à la clé ou je sais pas trop quoi. Pour l'instant, il n'y a rien qui est annoncé. Mais on a un match entre Ricochet et Chad Gable, match très intéressant. C'est pas le meilleur match de la soirée. Enfin, après, il n'y a pas eu tant de matchs que ça dans cette soirée. C'était pas non plus l'euro des matchs incroyables. Mais en tout cas, le match était sympa. Victoire de Ricochet qui va remporter le match, puisque on va dire que pendant le match, on aura Maxine Dupri qui va essayer de récupérer Otis en ringside. Du coup, ça va déconcentrer un petit peu Chad Gable et Ricochet va en profiter pour remporter le match. Donc, victoire de Ricochet, c'est bien pour lui. Encore une défaite pour Chad Gable malheureusement. Et ce que je trouve assez dommage par rapport à ça, c'est qu'ils nous mettent ce match-là à WrestleMania. Mais on aura bien sûr Maximum Male Model qui sera autour d'Otis pour le déconcentrer. Donc ouais, pas très intéressant. J'espère juste que ce match-là n'aura pas une place très importante sur la carte de WrestleMania, qui sera pas non plus très très long parce que ça risque d'être peu intéressant. Même si dans le ring ça peut être sympa parce qu'on a 4 bonnes équipes. Il y a juste deux personnes que je suis pas trop fan, Braun Strowman et Otis en l'occurrence. Mais en tout cas, c'est tous des catcheurs que j'aime pour la plupart beaucoup. Donc ça peut être intéressant, mais sans non plus être très très important. Donc voilà. Ensuite, on a le fameux tag team match où est-ce que les challengers, enfin est-ce que les femmes qui vont s'affronter à WrestleMania vont réussir à coopérer ensemble. Donc Chelsea Green et Piper Niven contre Bianca Belair, la championne, et Asuka qui affrontera du coup Bianca Belair à WrestleMania. Victoire de Bianca Belair et Asuka sans grosse surprise. Après le match, Asuka elle n'est pas contente de l'issue du match, enfin de comment s'est passé le match. Du coup, elle va attaquer Bianca Belair, rien de plus. Après, c'est assez compliqué de construire un truc quand on a Asuka qui sait pas trop parler anglais, mais on a vu que du côté des NXT, ça restait quand même intéressant avec Asuka dans la construction de certaines feuds et même au début dans le main roster avec Charlotte Flair par exemple. Sa première grosse feud, on va dire, dans le main roster, c'était très intéressant, c'était très bien construit. Et là, je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas trop à construire. Même histoire que Charlotte Flair et Rhea Ripley, même si la semaine dernière à SmackDown ça a commencé à s'intensifier un tout petit peu. Mais bon voilà. Et enfin, pour terminer le show, on a Roman Reigns qui fait son entrée. Il va demander au public de le reconnaître. Du coup, il accompagne seulement de Solo Sikoa et Paul Heyman. Parce que un peu plus tard dans la soirée, en backstage, on a eu un truc intéressant, c'est que on a Roman Reigns qui va dire aux Usos d'aller dans leur jet privé se reposer ou rester en congé pour le reste de la soirée. Mais il a dit à Solo Sikoa de rester avec lui puisqu'il voulait lui parler. Donc intéressant. Même au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas trop de quoi il s'agissait quand il voulait parler à Solo Sikoa. Peut-être que c'était pas un truc très très intéressant, mais en tout cas c'est intéressant. Ça rajoute du suspense encore une fois. Enfin bref, du coup Cody Rhodes fait son entrée à ce moment-là. Cody Rhodes, il dit qu'habituellement il aurait demandé au public de quoi voulez-vous que je parle. Mais là il sait très bien de quoi il va parler, puisqu'il va parler de Roman Reigns. On sait que Roman Reigns, il veut que Cody Rhodes arrête de se mêler des affaires de la Bloodline. Mais Paul Heyman, il n'arrête pas de dire que Roman Reigns, il a un problème avec Cody Rhodes. À ce moment-là, Cody Rhodes demande à Roman Reigns de s'expliquer par rapport à ça. Mais Paul Heyman fait un pas en avant et il veut parler à Cody Rhodes. Sauf que là, Cody Rhodes l'arrête tout de suite en lui disant recule frérot, je te parlais pas à toi, je parlais à Roman Reigns. Donc là, Roman Reigns, il va dire à Cody Rhodes qu'il a un problème avec ce que représente Cody Rhodes actuellement, puisque ce qu'il représente actuellement, c'est ce qu'il était avant, donc un catcheur professionnel. Et maintenant, lui, Roman Reigns, c'est un combattant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est lui la star à la WWE, c'est lui la méga star.
et que quand Cody Rhodes il parle de ce qu'il va faire le 2 avril, eh ben, il va rien faire du tout. Ça va être comme d'habitude, dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu pour Cody Rhodes, eh ben, il décide de fuir, comme avec Stardust, quand il n'était pas content d'utiliser Stardust. Il a décidé de partir de la WWE, de créer sa propre compagnie, et quand il a vu que dans sa propre compagnie, il n'arrivait pas à être over de lui-même, il a décidé de partir et de revenir, et c'est pour la même raison que son muscle pectoral l'a lâché. Ensuite, Roman Reigns va poursuivre en disant que le jour le plus important pour Cody, ce sera le 3 avril, puisque le 3 avril, il va se réveiller face à son miroir, et il va voir la défaite, et à ce moment-là, il devra faire un choix, soit rendre son père fier comme il essaye de le faire, ou soit faire comme d'habitude et se barrer. Donc à ce moment-là, Cody Rhodes va prendre la parole. Il dit que tout ce que dit Roman Reigns, c'est la vérité. Tous ceux qui connaissent Cody Rhodes savent que tout ce qui s'est passé et tout ce que Roman Reigns a raconté, c'est la stricte vérité. Et à ce moment-là, il va mettre en garde Roman Reigns en lui disant qu'il ferait mieux de plus parler de son père, parce que son père va pas intervenir pendant le match. Et même chose pour son frère, il n'interviendra pas pendant le match, puisque son frère travaille dans une autre compagnie. Il va dire que sa mère lui dirait actuellement de casser la gueule de Roman Reigns, de l'envoyer au tapis pour de bon. Mais maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer pour Roman Reigns le 3 avril, qu'est-ce qui pourrait se passer, mais surtout qu'est-ce qui va se passer, puisque Cody Rhodes en est persuadé, il sait ce qui va se passer pour Roman Reigns. Donc qu'est-ce que va signifier le 3 avril pour Roman Reigns? Déjà, il va se réveiller le matin, Roman Reigns, en voyant qu'il a plus ses titres, en se rappelant qu'est-ce que ça fait de perdre, parce que ça fait longtemps qu'il a plus perdu Roman Reigns. Ce qui va se passer aussi pour Roman Reigns, c'est que Jey Uso va premièrement quitter la Bloodline, Jimmy Uso va aussi quitter la Bloodline. Ensuite, on aura Sikoa, superstar de seconde génération, tout comme Cody Rhodes qui pense actuellement qu'il est prêt à côté d'une superstar championne comme Roman Reigns, puisque Cody Rhodes lui aussi a été dans la même situation que Sikoa. Il était à côté d'un champion comme Randy Orton à l'époque de la Legacy. C'est une superstar de seconde génération, et à ce moment-là, Cody Rhodes pensait personnellement qu'il était prêt, mais au final, il n'était pas prêt. Donc, Sikoa va réaliser qu'il n'est pas prêt finalement et va quitter la Bloodline. Paul Heyman va quitter la Bloodline et va redevenir un avocat comme il a toujours été. Donc Roman Reigns, ce sera un Roman sans règne, ce sera un chef sans tribu. Donc là, à ce moment-là, Roman Reigns ne sait plus trop quoi dire, parce qu'il sait que c'est la vérité ce que raconte Cody Rhodes. Donc il décide de partir, on a Paul Heyman qui le suit. Sauf qu'il se passe un truc intéressant, c'est que Solo Sikoa, lui, il reste dans le ring. Il reste dans le ring, Cody Rhodes va se mettre face à Solo Sikoa, il va monter en pression Solo Sikoa. Et au moment où Paul Heyman et Roman Reigns se barrent, on a Paul Heyman qui se rend compte que Solo Sikoa les a pas suivis. Donc il avertit Roman Reigns, il dit qu'est-ce qu'il fait, il reste dans le ring. Donc là à ce moment-là, Roman Reigns il crie un bon coup pour que Solo le rejoigne. Donc Solo quitte le ring, enfin il s'apprête à quitter le ring. Sauf qu'à ce moment-là, Cody Rhodes, c'est là où il est intelligent, c'est qu'il va prendre le micro et il va dire à Solo Sikoa, tu vois, je te l'avais dit, j'avais raison, t'es pas encore prêt. Donc Solo Sikoa commence à s'énerver. Il veut mettre son Samoan Spike à Cody Rhodes, sauf que Cody Rhodes va mettre un gros kick à Solo Sikoa. Solo Sikoa va encore plus s'énerver, mais là on aura Roman Reigns qui sera sur le tablier du ring pour calmer Solo Sikoa et lui demander de revenir avec eux. Et c'est comme ça que se termine cet épisode de Raw. Épisode assez intéressant, enfin surtout tout ce qui s'est passé autour de la Bloodline. La construction est stratosphérique, j'ai envie de dire, le segment était stratosphérique. Encore un affrontement, on va dire au niveau des promos qui a été remporté par Cody Rhodes. Pour l'instant, on sent qu'il y a quand même une sacrée différence au niveau des promos entre Cody Rhodes et entre Roman Reigns, même au niveau de la popularité. On sent que Cody Rhodes est un petit peu au-dessus, c'est pour ça que moi, si j'étais la WWE, je donnerais la victoire à Cody Rhodes. J'espère qu'ils vont faire le bon choix, j'espère qu'ils vont bien construire les choses. On sent que la Bloodline elle est plus faible que jamais, plus faible que ça a jamais été. On sent que ça peut être la fin. Et on sent clairement que c'est la fin pour Roman Reigns et pour la Bloodline. C'est ça qui est incroyable. J'ai hâte d'être à SmackDown, j'ai hâte d'être à WrestleMania, j'ai hâte de voir la suite. Mais en tout cas, je trouve que ce dernier segment de Raw, il était juste incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur cet épisode de Raw dans les commentaires. Donnez-moi votre avis sur toute cette histoire autour de Cody Rhodes et Roman Reigns. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous, bisous.